Donc on repart. Jean-Philippe Cartier, Luc Breton, Bruno Maisonnier sont avec nous. Bruno, je disais Samsung, donc 170 milliards. Donc, je sais qu'il y a 4 secteurs, j'en ai 3 en tête, hein, c'est les puces, mais là sur les puces ça va être un truc de dingue, c'est-à-dire que je crois que c'est Intel qui essaye de mobiliser une centaine de milliards pour revenir dans la course. Donc les puces, la production de vaccins et l'intelligence artificielle évidemment. Bien sûr. Mais sur les puces, on voit les conséquences du conflit enflammé par Trump, même s'il est beaucoup plus profond que Trump, entre la Chine et les États-Unis. Mais nécessaire, Bruno. Oui. Enfin, à un moment, cette question qu'il a soulevée, de dire que notre indépendance se joue à travers les semi-conducteurs, c'est quand même une très très bonne question, non ? Bien sûr. Mais soit on est dépendants les uns des autres, les États-Unis de la Chine des États-Unis, et il y a des compromis à trouver, soit on veut à tout prix se rendre indépendant, mais les autres ils vont faire la même chose, et après je ne sais pas qui va être le gagnant à la sortie. Ah, tu penses quoi ? Moi, j'étais à fond. Je n'avais pas la somme, donc 70 milliards. Non. Maintenant que tu non, mais il l'idée y a qu'à un bouquin. moment, on dit non, Huawei, tiens, Luc. Ouais. À un moment, non, Huawei n'ira pas dans les, alors je ne sais pas ce que c'est, les têtes de réseau, on va dire ça, hein, les têtes de réseau de la 5G en France. Non, voilà. Moi, ça me paraît pas idiot à partir du moment où c'est un général, enfin un ancien général qui dirige cette boîte, et où on sait qu'en Chine, on va dire la liberté entrepreneuriale est quand même une notion assez relative. Oui, la régulation a tranché ça sur un délai de 8 ans, hein, donc c'est déjà... Oui, mais tu es d'accord avec ça ou pas ? Puisque c'était ton ancien métier, tu peux en parler librement. Il y a une guerre stratégique à partir du moment où certains États utilisent l'économie comme un levier politique. On ne peut pas le nier. Ce serait d'une naïveté totale et lamentable de le nier. Donc tout le monde sait ça. D'ailleurs, intelligence économique en anglais, ça a une signification totalement différente de la traduction littérale. C'est intelligence économique, c'est la puissance. C'est le renseignement. Voilà, c'est le renseignement au service du politique et de l'économie. Tout à fait. Et donc il y a une collusion totale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, ce serait bien de flécher quand même beaucoup des investissements publics européens vers les acteurs européens, parce que c'est ce que font les Américains, c'est évidemment ce que font les Chinois avec une dissymétrie totale. Aujourd'hui, sur les fabricants de puces à Taïwan, il y a une bataille géostratégique telle qu'on se demande si la Chine ne va pas envahir Taïwan pour cette raison précise. Et donc c'est évidemment de la géopolitique, et tous ceux qui ne regardent que la dimension économique de cette histoire ne voient pas l'essentiel. Donc je pense qu'il faut être prudent, je pense qu'il faut effectivement tenter de travailler avec tout le monde, mais avec des principes de symétrie, ce qui paraît assez sain finalement. Hein. C'est-à-dire je demande les mêmes règles avec les gens avec qui je collabore que ceux qui m'imposent à moi. À partir du moment où ça, c'est pas possible, il faut rester prudent, et sur certains domaines stratégiques, il faut s'assurer un niveau d'indépendance qui permet d'avancer. Juste un chiffre, donc Taïwan, TSMC, la moitié du marché des semi-conducteurs. Samsung, dont on parle là, il a que 17%, lui, Samsung. Oui, et TSMC, c'est 50%. Voilà, donc c'est effectivement... Voilà, et 80% de ceux qu'utilise Huawei, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une dépendance là, et elle est insupportable si il y a un veto qui s'applique. Alors, émission qu'on fera d'ailleurs, rendez-vous aussi la semaine prochaine, parce qu'elle est passionnante, cette question. Si les Américains s'effondrent face aux talibans, comment peuvent-ils garantir l'indépendance de Taïwan ? Je trouve que cette question est formidable. Vrai sujet. Vrai sujet. Et donc, la semaine prochaine, voilà. Il faut lire le bouquin Vers la guerre, le bouquin de Graham Allison. D'accord. Le piège de Thucydide. Vous ne connaissez pas ? Non, ce bouquin est génial. Okay. Thucydide, c'était un documentariste grec 3 siècles avant Jésus-Christ qui a écrit tout un truc qui a analysé et qui a étudié la guerre entre Sparte et Athènes. Ouais. Et grosso modo, une puissance dominante depuis un siècle qui est Sparte, qui est une puissance militaire, qui réglait tous les accords locaux, etc. Puis une petite ville dans un coin qui se met à grandir et très rapidement fait jeu égal économiquement. Voilà. Donc la situation a donné une guerre sanglante. Ils ont mis 1800 ans avant de signer un nouvel accord commercial entre eux. Et il y a une équipe de Harvard ou MIT, je ne sais pas lequel des deux, qui travaille là-dessus, Graham Allison, et qui s'appelle l'équipe Thucydide, en disant mais cette situation-là, c'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est arrivé récemment ? C'est arrivé 16 fois dans l'histoire récente, 12 fois ça s'est terminé par une guerre sanglante. Et lui, il explique grosso modo dans son truc que la probabilité qu'il y ait une guerre physique,
militaire entre les États-Unis et la Chine, dont l'étincelle se passera à Taïwan pour une raison ou pour une autre, et pas possible, elle est monstrueuse dans les années qui viennent, là, dans les 2-3 ans. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la bataille, en dehors des acteurs économiques directement, elle se fait en amont sur les standards. C'est comment on standardise la 5G, comment on standardise l'IoT, comment on standardise l'Internet, qui va réguler tout ça. Et regardez les investissements des Chinois et des Américains sur la préparation de ces standards, c'est colossal. Et donc, c'est pour ça que on ne doit pas lâcher, nous, Européens, là-dessus. Les régulateurs doivent agir. Pour moi, la conséquence des deux sujets dont on vient de parler, et je suis d'accord avec ça aussi, c'est qu'il faudrait, mais le problème, c'est que ça ne se fera pas, que l'Europe soit un acteur qui existe. Absolument. Parce que l'Europe n'existant pas, ils règlent ça entre eux. Acteurs politiques. Dans ton domaine, Bruno, attends, deux questions. D'abord, quand même, revenons sur les 170 milliards. Là. Ouais. Donc, tu as un peu de sous, Bruno, on est ravis, mais comment... Toi, tu es sur le même terrain que ces gars qui sont capables de mettre 170 milliards sur 3 ans? Oui. Et donc, conclusion. Conclusion, comment tu fais? Conclusion. Ma réponse à ça, c'est que la seule solution, c'est de faire des choses qui n'ont rien à voir avec les autres. Et donc, c'est plus risqué, c'est des paris, mais la solution, c'est de ne pas faire comme tout le monde. C'est évident que si j'essaye de recruter des gens en intelligence artificielle, des mecs, des femmes, qui sont les mêmes que ceux que recrutent Google, Facebook ou Samsung, je suis perdu d'avance. Si j'essaie de faire la même chose qu'eux en allant plus vite, etc., je suis perdu d'avance. C'est pour ça que quand j'entends tous les gens en France, en France aussi, dire l'intelligence artificielle, c'est important, il faut investir, mais on le fait à la française, c'est-à-dire qu'on saupoudre un peu sur tous les acteurs qui font ça. C'est perdu. Mais tu peux pas y aller, mais même massivement, si tu mets 30 milliards, même si tu mets tout le deuxième plan de relance. 30 milliards plus intelligemment que 70, on va savoir. Je suis pas d'accord avec ça. Vas-y. La singularité de la France, la force de l'ADN de la France, c'est technologie, on est très ingénieur et disruptive. En France, ce qu'on sait faire, c'est des trucs pas comme tout le monde. C'est en France qu'on a inventé, je dis n'importe quoi, le skateboard, les planches à voile, tout un tas de trucs qui est pas comme tout le monde parce qu'on avait des approches différentes. Et donc nous, en France, ce qu'on peut faire, c'est choisir des approches qui n'ont rien à voir avec les autres, parier dessus. Et il y en a plein qui marcheront pas, mais il y en a qui marcheront parce que ça permet, si tu fais autrement, de sauter des générations et de dépasser les autres. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a ça comme sur le bord du chemin de ce qu'on fait. C'est difficile, on en bave, on avance, etc. C'est pas toujours. Mais à la sortie, on peut vraiment avoir une intelligence artificielle réelle, une vraie intelligence qui sera du coup plus puissante que ce que font les autres, parce qu'on aura choisi une approche qui a rien à voir. Et pour moi, c'est la seule solution. Alors ça, c'est dur. C'est ce qu'on avait fait avec les robots avec Aldébaran. Hein. Oui, attends, les robots, on va faire un robot. Nous, on a fait autrement et c'est nous qui avons gagné. Je t'ai beaucoup entendu là-dessus. On a beaucoup discuté ensemble là-dessus. Et donc, Elon Musk a montré son robot là. Donc voilà, on en parlera. C'est qu'on peut pas aller sur tous les sujets en tout cas. Mais oui. Voilà, mais comment tu... Il faut choisir ses combats et que ça sera des combats disruptifs et pas des combats frontaux sur un certain nombre de sujets sur lesquels on peut combattre déjà. Jean-Philippe, c'est très dur pour un responsable politique, un gars... C'est pas possible. C'est impossible. Non. Ah ben voilà. Ouais, le gars qui va lâcher les 30 milliards, il faut qu'il fasse un pari sur Bruno, il faut qu'il fasse un pari sur un truc borderline. Et s'il perd son pari... Il n'y a que Bruno Le Maire qui peut faire un pari. S'il perd son pari, tout le monde va lui tomber dessus en disant... Exactement. C'est qui Une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est évident, les Américains sont en avance, mais les Chinois aussi, etc., c'est parce qu'ils ont des générations de milliardaires qui, du coup, peuvent parier sur leur argent personnel. Ouais. Quand tu es obligé tu as un fonds d'investissement ou un pouvoir public, c'est pas ton argent, tu es obligé de rendre des comptes sur l'usage que tu fais de l'argent, tu es obligé d'être dans le rationnel. Quand tu es dans le rationnel, tu peux pas prendre des paris un peu fous. Et ils prennent le relais d'ailleurs du secteur public américain, la DOD notamment, le département de la défense qui est... et d'autres départements publics. La fameuse DARPA dont on nous rebat les oreilles. Qui ont injecté dans l'innovation des milliards de dollars pendant des dizaines d'années. La question, c'est de prendre des paris. De prendre des paris. Cela dit, pardon Luc, mais juste une petite incise, on l'a parfaitement vu avec l'ARN messager, avec les vaccins. C'est exactement ce que tu décris. Oui. Le pari, encore une fois, de Trump, d'aller foutre, je ne sais plus combien, 10 milliards, je crois, sur une technologie qui n'avait encore jamais sorti un vaccin. Vas-y. Après, la bonne nouvelle de Samsung avec ses 170 milliards, c'est que les 170 milliards ne vont pas finir uniquement dans Samsung. Ils vont faire du M&A, ils vont racheter. Et on voit bien, quand tu regardes l'innovation d'un géant comme Apple, dont on parlait juste avant, l'essentiel est fait à l'extérieur de l'entreprise. Ils intègrent. Et donc, il y a des rachats. Et donc, tout ça est favorable à l'écosystème en général.
Mais en quoi c'est bien? C'est bien parce que ça permet de valoriser des créations disruptives qui sont ces fameux paris. Les startups qui auront vendu à Samsung seront ravis. Ça va avant, mais pour la France et pour l'Europe. Ça s'en est complètement aligné. Parce que Aldébaran est parti au Japon. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune politique industrielle en Europe et il n'y a aucune rétention de ces champions européens. Et donc ça, c'est un autre sujet. Mais le fait que des gens investissent dans l'innovation, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça créera des bonnes sorties pour certains. Non, mais c'est ça. Aucun doute là-dessus. L'investisseur est content. Et les bonnes sorties Mais le pour citoyen, certains, ça peut se réinjecter dans le truc. Enfin, moi, j'ai fait une bonne sortie avec SoftBank et j'ai participé à la création ou créé 17 boîtes là depuis. Donc, je vais dire que ça se retrouve un peu, mais un peu. Et même parcours que tu nous décris. Tiens, un mot sur Apple, je ne sais pas, j'ai envie de vous entendre là-dessus. En fait, ce sont les Échos qui, on va voir le petit article là, qui ont rendu hommage à Tim Cook. L'incroyable décennie de Tim Cook à la tête d'Apple. Ça me fait réfléchir à ce qu'un patron peut faire. Non, voilà, j'ai on va oublié dire que comme ça ça. fait 10 ans. Non mais c'est fou. Non mais déjà 10 ans, je pensais, on avait l'impression qu'il y avait l'image tellement forte déjà de Steve Jobs que déjà 10 ans, et je pense qu'il a bien pris sa place, là, Tim Cook. Mais l'importance d'un... Oui, on peut le laisser peut-être à l'écran le papier. Non, mais l'importance d'un patron. Et, à une autre échelle, un jour on parlera de Tavares, de Stellantis, de la façon dont il arrive. C'est vrai. Peugeot, c'est fascinant quand même. Moi, j'ai su beaucoup plus, je connais beaucoup mieux Peugeot que Apple. Ils sont ruinés avant que Tavares arrive. C'est les mêmes gars. Les Chinois viennent de rentrer au capital. L'État a dû lâcher. La famille est à l'agonie. C'est vrai. Les mêmes gars, les mêmes équipes. Il y a 3 dirigeants peut-être qui ont changé. Et tu te retrouves avec une espèce d'affaire stratosphérique qui est en train de digérer Fiat alors que tout le monde pensait qu'ils allaient... Bon, mais le rôle d'un patron, comment est-ce que... Pour moi, Tim Cook, c'est avant tout une vision, en dehors d'un excellent gestionnaire, un excellent financier qui a développé 20% de services. Ça fait 17 milliards sur le dernier, sur le dernier semestre, c'est 20%, c'est considérable en partant de hardware et de software. Avoir 20% de services sur une taille d'entreprise comme Apple, c'est phénoménal. Donc chapeau bas, bravo l'artiste. Mais au-delà de ça, c'est la vision. C'est-à-dire que pour moi, le fait marquant... du mandat de Tim Cook, c'est 2016, San Bernardino, l'attentat, et le fait que le FBI demande à déloquer l'iPhone 5C et qu'il dit non devant les plateaux de télé. Et tout le monde se dit, il va se faire démonter. Non, mais même moi, j'étais scandalisé, en fait. Il va se faire démonter. Est-ce que c'est éthique, etc. En disant, non, il est hors de question de déloquer et d'ouvrir une brèche pour l'ensemble des utilisateurs de la communauté. Et là-dessus, je ne cannerai pas. Et donc, pour moi, se positionner en chevalier de la vie privée des gens à partir du moment où votre watch ramène toutes vos données de santé, tout votre patrimoine génétique demain, parce que tout ça va arriver, le test génétique à la semaine, le test cardiaque, les antécédents familiaux, la remontée sur l'arbre généalogique de l'ADN, toutes vos données personnelles, et de dire tout ça est sanctuarisé, je m'y engage, et c'est la pierre de voûte de ma vision. Moi, je trouve ça brillant et je trouve ça formidable en termes d'éthique. Et face à ça, quels sont les chiens qui aboient ? Google, Facebook, Amazon, qui vendent de la pub sur vos données personnelles. On a là une vision et une mise en œuvre de cette vision qui est magnifique, avec des produits qui, par ailleurs, sont de grande qualité. Bruno, le rôle d'un patron. Moi, je suis entièrement d'accord. La vision, être porteur de la vision. Et c'est avoir une vision, c'est... Je trouve, à mes yeux, moi, c'est devenu infiniment plus important que ce que j'imaginais avant. Je l'ai vécu à une toute petite échelle de rien du tout, moi, avec Aldébaran. C'est-à-dire le jour où c'est passé dans le giron de SoftBank, c'était les mêmes salariés, le même staff, les mêmes personnes, sur les 3-4 mois qui ont suivi, en tout cas. 15 jours après, les gens m'ont dit, mais l'entreprise est partie, est morte, et il ne se passera rien, etc. Quelle histoire! Et ça, je le vis et je ressens ça. Alors moi, j'ai une vision un tout petit peu différente sur Tim Cook, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu avais dit. Parce que pour moi, Apple, c'était la créativité, l'invention, l'innovation technologique, au sens des produits, au sens... Et je n'ai plus vu ça. Non, maintenant, c'est l'exécution. Et ça, voilà. Mais maintenant, c'est de l'exécution, c'est un très bon gestionnaire, mais oui, c'est la sécurité, la protection, et ça, c'est essentiel maintenant. Donc, respect pour ça, je suis d'accord.
Non, mais... Rôle d'un patron. Rôle d'un patron, oui, je rebondirais plutôt là-dessus. Je pense que ça permet de comprendre que ton exemple sur Peugeot, mais il y en a plein, enfin sur des tas de secteurs d'activité, tu as des mecs qui arrivent et puis en 3 ans, il y a une énorme différence et tout change. Donc ça prouve que le patron, on dit souvent il est là, il est très bien payé, machin. Non, il y a des mecs qui font vraiment la diff. Quoi. Non, mais moi ça m'intéresse parce que c'est un discours que j'entends chez alors je vais pas dire les petits patrons, mais les patrons de petites boîtes qui disent beaucoup. Ah oui, mais à la tête des grosses boîtes, c'est des managers, c'est des salariés, ils n'ont aucune importance, ils servent à rien, etc. et tout. Il y a du vrai. Il y en a sans doute comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, en fait. Parce qu'on peut parler de... Je ne sais pas ce qu'on met dans le titre, mais j'ai évidemment 10 salariés, c'est pas 1000, et 1000, c'est pas 100 000. Mais ce que je veux juste dire, c'est que il y en a beaucoup dans ce que tu veux dire. Je le pense, j'en ai croisé, j'en connais, qui sont là où ils sont, ils y sont bien, et ça, il y a un produit qui va bien, et ça va bien à tout le monde, entre guillemets. Et puis tu as des gens qui ont un talent hors du commun et qui rendent l'impossible possible et qui transforment. Voilà, c'est tout. Si j'ai été actionnaire d'une grosse multinationale, je me poserai la question du dirigeant, parce qu'il y en a qui font ronronner, et on en a tous croisé. Tu sors parfois d'interviews, tu dis bon, lui, je suis pas tombé par terre. Et t'en as qui sont, qui transcendent. C'est tout. C'est après, je sais pas, c'est petits patrons, grands patrons. C'est des gens qui ont une vision. On en revient au mot vision. Il y en a, pardon, c'est pas parce que je reviens, mais il y en a dans l'hôtellerie qui ont disrupté ce secteur. Il y en a qui ont disrupté ce secteur dans la restauration. On en connaît qui ouvrent maintenant 20 affaires par an, qui font 100 millions, les Big Mama et compagnie, et qui maintenant font de la tech avec Sunday. Voilà, c'est des mecs qui ils ont 35 balais. Enfin, je peux pas t'annoncer l'autre chose, mais ils vont annoncer des choses incroyables sur une nouvelle appli. Bon, bref, il y a des aujourd'hui, il y a des dirigeants. Toi, quand tu investis. Ouais. Parfois, tu vas chercher un patron aussi à un moment. On cherche que des hommes. Alors, et maintenant, il y a des technos parce que oui, la techno est tellement importante et l'IA et tout ce que tu veux. Mais moi, moi perso, tu me connais bien, c'est qu'une histoire d'humain. Si je fit pas, j'arrête tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est qu'une histoire d'homme et de voilà. Mais c'est vrai, moi je trouve. Quitte à avoir tort, Par contre, combien de fois j'ai entendu des fonds d'investissement quand tu es en levée de fonds dire moi ce qui compte c'est l'homme, c'est l'homme, etc. Et comment vous me trouvez super génial, etc. Vous investissez? Non, parce que si. Non, mais bon, moi, j'agis pas en fonds. J'agis sur mes fonds. Moi, je suis différemment. Moi, je suis d'accord sur ce que tu dis. Moi, je fais comme ça comme investissement. Je pense que voilà. Après, je pense que tu l'as très bien dit. Je te dis que Peugeot, il y a des patrons qui savent faire la diff. Et après, pour juste finir sur Apple, oui, il y a moins de après, ça fait plaisir aux actionnaires, ce qui délivre tellement bien. Attends, il nous reste les 10 grosses minutes, donc quand même le robot d'Elon Musk. Bruno, alors donc on va le voir. Vous l'avez sans doute vu d'ailleurs si la tech vous intéresse. Et puis même, de toute façon, tout ce que fait Elon Musk aujourd'hui. Comment c'est plus pour lui, mais tout ce que fait. Non, mais c'est vrai que Elon Musk, moi en tant que c'est pas le premier robot humanoïde, déjà il y en a un, je crois. Non, ce que je veux dire, non, c'était juste sur Elon Musk, j'y pensais pas, mais mais j'aime la starification. Il y a 10 ans, mais je vais juste te donner mon avis là-dessus. Il y a un robot qui a 10 ans qui s'appelle Atlas, si je me trompe pas, un robot humanoïde. Non, je pensais pas à ça, Jean-Philippe. Je pensais juste, on va aller avec le sujet. Elle est dangereuse, je trouve. Non, c'est juste Elon Musk. Je trouve parfois que moi je peux pas dire, moi je suis fan d'Elon Musk, je suis un entrepreneur, je vois le personnage, je vois l'histoire. Moi, je l'ai croisé il y a 27 ans. Mais c'est quand même bien qu'il y ait une star qui sorte des entreprises plutôt que du basket. Après, je dis, est-ce que c'est... maintenant, ça devient dangereux parfois, parce que quand il parle sur les cryptos et qu'il faut acheter du Dogecoin et que tu as 500 000 familles américaines qui perdent 200 000 $ et qui ont donné leur maison, je pense que... Non, mais maintenant, est-ce que c'est pas un écran de flux? C'est le pouvoir des stars. Voilà, maintenant il a un tweet. Oui, mais lui, il est beaucoup écouté et il a un impact assez puissant sur ce qu'il dit quand même. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait une star créatrice de richesse plutôt qu'un mec qui court vite, quoi. J'adhère. Bon. Après, je voudrais faire vas-y. Pour ouvrir un sujet. Pour moi, je pense que le problème de la France, avant tout, c'est qu'on est en perte de vitesse et donc ce qu'il faut à tout prix, c'est créer de la richesse en France, contrairement à ce qu'on entend. Et c'est ça, parce qu'après, répartition de richesse, de revenus, etc., ça suppose qu'il y ait des choses à répartir. On en parlera une autre fois. Elon Musk, moi, je trouve que ce mec est génial et j'adore les réactions qu'il y a eu à son robot. Alors, parce que c'est on va le voir là. Il est ultra humanoïde. Mais parce que c'est pas ça, son robot. Il va faire un robot, ça c'est juste un show pour donner un artiste sur la scène. Non, mais après, au début le show, d'ailleurs il est un peu grotesque. Il aurait dû mettre un peu plus de pognon dans son danseur, là c'est ridicule, mais bon, peu importe. Mais après on voit l'image, et alors c'est pas l'image du robot, c'est pas celui-là. Je sais pas si ça sera celui-là. D'accord. Je suis pas sûr moi. De ce que j'en vois, je suis pas sûr. Mais attends, moi ce que j'aime bien, c'est la réaction de la communauté robotique, scientifique, technologique, etc., qui est en gros la même réaction vis-à-vis de son robot humanoïde
humanoïdes que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis de ces lanceurs réutilisables, que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis de ces bagnoles. Ça ne marchera pas. Même réaction, ça. Tiens, on le voit là, voilà, on le voit là. Etc. Ouais, voilà. Pour moi, c'est évident que l'humanité a besoin de robots. Je pense que les robots humanoïdes font partie des robots dont il y a besoin. Il y en a besoin de plein d'autres, mais font partie des robots dont on a besoin. Et qu'aujourd'hui, les gens disent, mais on a essayé, il y a eu plein de robots, il y a eu Boston Dynamics, il y a plein de robots, mais en fait, ça marche pas. Mais ça marche pas à cause du fait que ce soit une mauvaise idée. Ça marche pas parce que les robots sont pas au niveau. Ils sont à 100 lieues d'être au niveau de ce dont Bruno, on a besoin. la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, il y a une phrase que j'oublierai jamais. Donc c'était Nao à l'époque, hein, et tu disais. L'une des batailles, ça va être l'acceptabilité, et il faut qu'un robot soit mignon. Bien sûr. Mais faut pas Nao était adorable. Il était mignon, Nao. C'est facile à dire, mais compliqué à faire. Quand je regarde des bouquins sur la robotique aujourd'hui ou sur les technologies futures, mais des bouquins même aux États-Unis, etc., il y a des photos de Nao. Au CES, l'affiche du CES l'année dernière, il y avait Nao. Ah, donc ouais. T'es fier là, non? Oui, bien évidemment. Mais c'est pas ça, c'est bien dépasser ça. Le sujet, c'est les robots, leur forme doit répondre à des fonctions, et les gens sous-estiment la fonction de communication et d'interaction avec les humains. Voilà. Moi, je considère qu'un des sujets essentiels pour que les robots soient réellement utiles chez les personnes âgées, chez tout ce qui est healthcare dans les hôpitaux, mais même dans tout un tas d'autres domaines, c'est qu'ils soient capables d'interagir correctement avec les humains. Et putain, la forme humanoïde, elle est pas mal pour le body language et pour des tas de trucs. Donc pour moi, c'est évident qu'il y aura des robots humanoïdes. Maintenant, ça suppose qu'ils aient l'intelligence, qu'ils n'ont pas. Donc il faut une vraie intelligence. Ça suppose que tu as envie de leur faire un hug, ça suppose que tu as envie de les toucher, ça suppose... Et donc il faut inventer des moteurs. Les gens se trompent en croyant qu'on est dans un monde purement numérique. Il faut de la physique, il faut du hard, il faut inventer des moteurs. Et tant qu'on n'aura pas inventé des moteurs, qu'on n'aura pas mis de l'intelligence artificielle, et qu'on n'aura pas rendu les robots hackables, parce qu'il n'est pas question que je puisse avoir un robot humanoïde chez moi dont quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle quand il va voir ma fille dans sa salle de bain ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc il y a quand même 3 ou 4 conditions et les conditions ne sont pas là. C'est pour ça qu'on n'a pas de robot. C'est pas parce que le marché, il n'y a pas de marché. Il n'aurait pas annoncé que son robot fonctionnait dans un an. Enfin, je me trompe ou oui, fin 2022, il aura. Mais de ton expertise, ça paraît relativement exagéré. Ah, facile. Mais, pour qu'il arrive à là où il veut. Nao, le premier Nao, on l'a fait en 1 an et demi. En partant de zéro. Et Pepper, quand on a signé un deal avec les Japonais, on l'a fait en 4 mois, le premier prototype, c'est-à-dire un truc montrable qui avait la gueule et qui fonctionnait. Pepper, c'est celui qui tu as vu dans les magasins. Donc c'était un prototype, donc il n'était pas robuste, etc. Mais là, ce qu'il va nous montrer, c'est un prototype. Moi, c'est possible qu'il en montrera dans 1 an, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est peut-être lui qui va sortir le premier robot qu'on va voir chez nous. Ah. Bah voilà. Tu sais, mais c'est parce que là, on mettra un certain temps avant d'avoir, on mettra quelques années quand même. Mais moi, je suis convaincu qu'il y en aura partout, mais bien sûr. Ce qui est intéressant, à quelle échéance ça vient de Tesla. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout le système de guidage. En fait, on voit que toutes ces innovations, que ce soit pour l'espace, pour les voitures, pour les robots, pour l'intelligence artificielle, tout est lié en fait. Donc ils peuvent être présents sur tous les domaines. Et d'ailleurs, ils se retrouvent sur tous les domaines avec Google, avec tous les géants. Enfin, c'est une bataille de titans sur tous les domaines. Ouais, c'est vrai, tu as raison, et c'est comme ça que ça se passera. Mais moi, c'est pas ça que je veux en tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur, quand je serai très vieux, donc ça va arriver bientôt, mais quand je serai très vieux, comme tout le monde, j'aurai un robot pour m'accompagner, etc. Et je voudrais pas que ce soit un robot américain ou chinois. Mais tu sais, quand tu dis est-ce que c'est possible, moi, l'industrie automobile que je connais vraiment bien, j'ai eu la chance, donc, au début de Musk, de discuter de tout ça avec, je peux les citer d'ailleurs, avec Carlos Ghosn, avec Carlos Tavares, avec d'autres industriels qui avaient été voir ces usines. Et les gars rentraient en disant, je me souviens très bien d'ailleurs la première fois, les gars rentraient en disant impossible. Qui lui a monté son usine à la noix? Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence. Jamais il pourra produire avec ça. En 2 mois, il s'en rend compte. Et tu te retrouves l'usine déportée sous des tentes. Donc, en fait, l'usine qu'il avait fait construire, pourri, il l'a laissé tomber, il a tout foutu sous des tentes. Tu vois encore des images des gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons pour assembler les bagnoles. C'est-à-dire, il a une capacité à soulever des montagnes et, comme tu le disais, à pousser ses équipes à soulever les montagnes avec lui. Alors, est-ce qu'il a encore cette capacité-là 10 ans après? Parce que c'était il y a 10 ans. Ça. Ouais, je pense qu'il a... Ouais. Tu crois que ça soulève... je pense qu'il n'en a jamais assez, lui. Comment tu peux dire ça? Je sais pas. C'est comme je te disais, comment quelqu'un qui est rentré dans la télévision, qui est resté à BFM pendant longtemps, au-delà de 50 ans, décide de créer sa propre télévision? Là-dessus, hein. Tu continues à avoir la même énergie, la même motivation et tu as encore plus d'expertise.
Oui, mais tu n'as plus la même capacité d'innovation. Je n'ai plus la même capacité d'innovation. Ah ben, moi je le vis. Alors, on n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin, même si à la limite ça peut intéresser là. Mais quoi je te crois pas une seconde. Je réplique ce que je sais faire. Je te crois pas une seconde. Bah, c'est un peu ce que fait Musk. Il réplique. Il se sert aussi sa part de Tesla. Ça part de Tesla. Ça part de tout ce qu'il sait faire. Et tu grossis. Mais il ne croit pas une seconde en tout cas. Après, faut que le robot, dans le fait qu'il n'a pas de capacité d'innovation et de faire autre chose que ce qu'il sait faire. Bon, non, mais on n'est pas là pour parler de ça, les gars. Non, on n'est pas là pour parler de ça. Un peu scandaleux en France et en Europe, c'est la façon dont tout le monde s'est essuyé les pieds sur Musk pendant des années pour, au final, qu'il y arrive. Et ça prouve encore de cette inculture technologique, de ce manque de rôle modèle techno dans nos pays, qui est effrayant, en fait. Tu sais, il y a 10 ans, le seul qui regardait, c'était Laurent Burel. Je ne sais pas si tu vois Laurent Burel, patron de, alors, plus maintenant, mais Plastic Omnium. Mais on retombe toujours sur la même chose, c'est un équipementier automobile, c'est son pognon. Et il était hors de question qu'il ne soit pas au cul d'un truc qui allait peut-être être the next big thing. Donc voilà, et c'est lui qui m'en parlait avec le plus de précision, en fait, de ce qu'il était en train de faire, ce qui va tout à fait dans ton sens. Et dès qu'on rentre dans la structure, dans la technostructure, etc. et tout, et le patron de Volkswagen qui sortait d'un board et qui disait voilà, Musk, maintenant, c'est autant que toute l'industrie. On ne voulait pas le reconnaître il y a encore quelques mois. Ouais. Ma pire angoisse, c'est comment je vais réussir à transformer suffisamment vite mes équipes. C'est fou. Sous-entendu, c'est impossible. C'est fou. Et donc, c'est un bel aveu quand même d'humilité in fine pour le reste de ses collègues et de ses pairs, parce que les autres ont oublié de le dire. Bon. En 80, IBM a été confronté à la même chose avec l'arrivée des PC, en disant les trucs. Moi, je discutais avec des gens d'IBM, mais je vois pas ce qui reste aux gros ordi par rapport au PC. Ah, tu te rends pas compte, etc. Bon, je n'étais pas du tout visionnaire, enfin, tout le monde en parlait. Et en fait, IBM, au bout d'un moment, il a dit la seule façon, c'est ils ont créé une filiale, ils ont donné les clés à quelqu'un en disant tu fais ce que tu veux, on ne te demande rien, tu nous rends pas compte. Ouais. Et puis ils ont fait les PC. Ouais. Donc c'est possible, même pour des grosses structures, de faire des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne un pari. Et on revient au sujet de fond, il faut prendre un pari, et un pari, ça peut se perdre, et il faut accepter qu'il puisse être perdu. Absolument. Pas juste. Bon, il nous reste 2 minutes, c'est toujours compliqué, 2 minutes. Moi, je voulais, Jean-Philippe, quand même, parce que tu connais ces choses-là. Bitcoin, c'est quoi pour toi, là ? Bitcoin, c'est quoi pour moi ? C'est une bonne question. C'est une monnaie numérique, gérée, créée et stockée électroniquement. Non. Ah, d'accord. Mais t'achètes ou t'achètes pas ? Moi, j'achète, oui. Je suis très bullish. Je n'encourage personne. Je ne suis pas Elon Musk qui tweet. Mais tu l'achètes comme un actif. Je l'achète comme un actif. Je considère que c'est encore en courbe d'apprentissage, d'où les variations. Ça a 12 ans, c'est très récent. Je considère que quand tu regardes ce qui se passe au Salvador, qui s'affranchit, c'est un petit pays, mais qui veut s'affranchir du dollar. L'Argentine se pose la question également. Tu penses qu'à un moment, ça va devenir une monnaie ? Aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie, mais tu penses qu'à un moment, ça va devenir une monnaie ? Enfin, une monnaie, ce n'est pas forcément quelque chose pour acheter, pour payer. Ça peut être aussi une classe d'actifs stockable. Non, mais à ce moment-là, c'est un actif, c'est pas une monnaie. Oui, mais l'or, c'est pas une monnaie, c'est un actif. Moi, je le considère un peu plus comme de l'or à moyen long terme. Je pense que c'est un pari de long terme, mais je pense que c'est un pari. Je n'aurai pas assez de 2 minutes pour t'expliquer pourquoi j'ai ce point de vue. On le fera le prochain coup. Ouais, on fera le prochain coup. Gagnant, je pense. Ça vous intéresse aussi ? Bon, on le fera le prochain coup, alors, parce que là, il nous reste 1 minute. Je comprends mal. J'ai essayé à titre perso d'investir, j'ai perdu de l'argent. Mais là, maintenant, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y en a qui lancent leur crypto-monnaie. Et je pense que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, il y a sur le chemin... 1 minute, Luc, et puis quand on se retrouve, on en refait un. Parce que moi, je considère que c'est un bullshit total. Donc, ça va être intéressant. Je te rappelle. Moi, je vous donne une anecdote très personnelle. Mon fils a mis très tôt toutes ses économies sur le Bitcoin. Du coup, donc il a racheté la maison. Il a gagné quelques euros. Et puis il m'a expliqué très tôt, alors que j'avais plutôt les sentiments que tu viens d'exprimer, Stéphane. Il m'a dit, tu vois, papa, le Bitcoin et les cryptos, c'est comme quand toi, tu as connu l'arrivée de l'Internet. C'est pareil, c'est la même magnitude. Ça va dans le bon sens. Souvenons-nous, et donc, souvenons-nous, Bill Gates, 1996, There's no business on the Internet. Ça rend modeste, on se retrouve demain. Merci à tous. C'est vrai.